Eh bien, bonjour à tous et merci à tous d'être venus à cette présentation. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler des Core Web Vitals et principalement vous donner des trucs et astuces pour améliorer un certain axe de l'expérience utilisateur. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Frizarin. Je suis Google Developer Expert dans les technologies du web et également en Angular. Je fais partie de la fondation OpenJS et je travaille comme développeur advocate et engineering manager au sein de chez Sphere. Si vous voulez en savoir plus sur la société, n'hésitez pas à venir à notre stand. Vous gagnerez sûrement un cadeau. Avant de commencer cette présentation, j'aurais quelques petites questions pour vous. Je voudrais savoir dans cette salle, qui est développeur web? Une majorité de personnes, du coup. Qui est développeur back-end? D'accord. Qui se considère comme développeur full stack? Tout le monde. Et qui a déjà entendu parler des Core Web Vitals à tout hasard? D'accord. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà pourquoi les utilisateurs ne sont pas très contents d'utiliser nos applications web. Ensuite, on verra ce que sont réellement les Core Web Vitals pour faire un focus sur les métriques qui composent ces Core Web Vitals. Donc, il y a la métrique LCP, qui est Largest Contentful Paint, la métrique CLS, Cumul Layout Shift, la métrique FID, First Input DD, et une métrique encore expérimentale qui est INP, Interactive to Next Paint. Donc, comme vous vous en doutez, ce talk en fait est en réalité un talk sur les web performances et plus particulièrement les performances web qui ont un impact significatif et négatif sur l'expérience utilisateur. Donc déjà, pourquoi nos utilisateurs ne sont pas contents d'utiliser nos applications? Donc on a une application en production, elle a l'air de très bien fonctionner, les données qu'on affiche sont correctes, les tests unitaires y passent, les tests d'intégration y passent. Franchement, quoi demander de plus? Tout se passe bien. Et pourtant, si on demande aux utilisateurs, les principaux retours qu'on va avoir sont les suivants. J'ai une passe blanche au démarrage de mon application. Je perds mon focus de lecture parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai une iframe ou une image qui vient malheureusement popper de manière intrusive dans mon contenu. Ou encore, quand je clique, il ne se passe rien. Donc, avec ces feedbacks, on peut identifier 3 informations relativement importantes. La première, c'est que le temps d'affichage de la première page à votre utilisateur prend énormément de temps. Et ça résulte à une page blanche. Alors ça, c'est relativement normal en soi, parce que généralement aujourd'hui, quand on fait une application web, on fait une application dite client-side rendering. C'est-à-dire que toute l'application est construite dans le navigateur à l'aide d'un seul fichier, qui est un fichier JavaScript. Donc vous imaginez bien que plus ce fichier est volumineux, plus le temps de construction de votre application va être long, et donc forcément, plus le temps avant l'affichage de la première page va être conséquent. Deuxième information qu'on retient, c'est qu'a priori, votre écran, c'est un peu une guirlande de Noël, ça clignote, c'est-à-dire qu'on a des images, des iframes qui pop dans tous les sens, d'accord, parce qu'elles sont chargées de manière asynchrone, ce qui fait que le contenu de votre page va se décaler, et au moment du décalement, forcément, l'utilisateur va perdre son focus. Et enfin, dernière chose, c'est l'interaction de l'utilisateur avec votre page. A priori, quand l'utilisateur va interagir, il se passe trop de temps avant qu'il y ait un retour ou avant que quelque chose se passe dans la page. Donc à ce moment-là, la sensation de bug est vraiment très importante, l'utilisateur est vraiment très frustré, et je ne vous cache rien, au XXIe siècle, un utilisateur qui est frustré, il va tendre à utiliser une autre application qui, sensiblement, fait la même chose que la vôtre. Donc vous perdez un utilisateur. Et ça, c'est pas possible, en fait. Donc quand on a ce genre de problème, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite s'attaquer aux images, à la couleur, aux fontes et à d'autres éléments. Mais là, en fait, sans vous rendre compte, vous utilisez, en fait, vous changez l'aspect graphique de votre application. Vous modifiez juste l'UI, entre guillemets. Par contre, si vous venez à essayer de faire en sorte que l'utilisateur voit tout de suite quelque chose au chargement de votre application, ou qu'il ne perde pas son focus de lecture, ou que quand il clique, il a tout de suite un retour, à ce moment-là, vous travaillez sur l'expérience utilisateur. Donc en fait, en soi, il semble que l'application qu'on a créée, elle marche, elle est fonctionnelle, mais elle délivre une expérience utilisateur qui est vraiment très pauvre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette expérience utilisateur? Le problème de l'expérience utilisateur, c'est qu'elle dépend principalement de l'utilisateur et de son feeling en utilisant l'application. Donc c'est très difficile à caractériser. Donc en soi, comment est-ce qu'on a caractérisé ce problème d'expérience utilisateur? On l'a caractérisé sous un problème de performance. Pourquoi? Parce que nous, en tant que développeurs web, c'est ce qu'on sait bien gérer.
la performance. Ensuite, il faut trouver un moyen de trouver ces problèmes de performance relativement tôt dans la chaîne de développement, mais également, il faut les trouver de manière facile et, si possible, de manière ludique. Donc si on peut apprendre quelque chose, ça peut être chouette. Et enfin, ces problèmes de performance, il faut les regrouper dans une certaine catégorie. Et c'est pour ça qu'en 2020, Google annonce vouloir intégrer 3 nouvelles métriques dans tous ses outils d'audit et de performance. Et en 2020, ces métriques sont intégrées dans tous ces outils sous le nom de Core Web Vitals. Donc, si on résume, qu'est-ce que sont les Core Web Vitals ? Eh bien, en fait, les Core Web Vitals, ce sont des métriques de performance qui caractérisent l'expérience utilisateur. Donc, si on reprend notre petite application qui est en production, on peut constater qu'en fait, qu'il y a 3 gros problèmes de performance. Premier problème de performance, c'est le fait que l'application démarre très lentement. Deuxième problème de performance, c'est qu'on a des iframes ou des images qui, malheureusement, sont chargées de manière asynchrone et donc qui viennent popper de manière intrusive dans le contenu de l'utilisateur. Et finalement, on a l'interaction d'utilisateurs qui sont vraiment très longues. Donc, tous ces problèmes de performance vont respectivement avoir un impact sur les différentes métriques suivantes. Première métrique, Largest Contentful Paint. Deuxième métrique, Cumul Layout Shift. Et troisième métrique, First Input Delay. Donc c'est très bien tout ça, on sait ce que sont les Core Web Vitals. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment les calculer. Donc il y a 2 façons de les calculer. La première façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des field tools, donc by field. C'est du Real User Monitoring. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que l'utilisateur utilise votre application où on va récupérer ces métriques. By Labs, c'est pour émuler l'expérience utilisateur. Donc on ne va pas déployer l'application pour tout de suite récupérer et régler les problèmes par la suite. On va essayer d'émuler pour avoir une idée, une norme de ce que va donner l'application en termes d'expérience utilisateur. Les données récupérées par les Labs Tools sont considérés sont appelés des Labs Data. Donc sans grande surprise, tous les Field Tools, ce sont des outils de performance et d'audit de Google. Donc il y a Chrome User Experience Report, PageSpeed Insight, Search Console et Core Web Vitals Extension. Tous ces outils vous permettent de récupérer facilement les 3 métriques, LCP, CLS, FID. Il existe également une librairie JavaScript qui vous permet de retrouver très facilement ces métriques et également de vous donner la main sur ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez dire OK, je récupère les métriques, je les mets dans ma propre base de données pour par la suite potentiellement faire des statistiques dessus. Les Labs Tools, comme je vous l'ai dit, c'est des outils qui sont là pour émuler et donc forcément pour les développeurs pour débugger. Donc on va avoir les Chrome DevTools et Lighthouse. Malheureusement, ces outils vont juste vous pouvoir calculer, retrouver les métriques LCP et CLS, mais pas FID. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi pas FID ? Non ? Ouais, c'est ça. On a besoin d'avoir l'interaction de l'utilisateur pour retrouver cette métrique. Donc, à ce moment-là, présent, en fait, les Chrome DevTools vont vous donner une autre métrique qui s'appelle le time blocking. Et à un instant bien précis, il pourra être assimilé à cette métrique de FID. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Field Tools et les Lab Tools, au final, vont être totalement complémentaires. Parce que les Core Web Vitals, elles vont dépendre de l'utilisateur. D'accord ? Et chaque utilisateur n'est pas pareil. Pourquoi ? Déjà, chaque utilisateur n'a pas le même device. Et les devices, c'est important. La technologie est en constante évolution. D'accord ? On a des devices qui commencent à avoir beaucoup plus de CPU, beaucoup plus de RAM. Et justement, toutes nos applications, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont suivre cette évolution-là. Donc ça devient vraiment super logique de se dire qu'une personne qui a un iPhone 14 Pro va afficher votre application beaucoup plus rapidement qu'une personne qui a un iPhone 3. D'accord ? Deuxième chose, on n'est pas tous égaux par rapport au réseau. D'accord ? Ici, on est en métropole, on a de la 5G, on a de la 4G. Par contre, dans des coins plus reculés du monde, potentiellement, ils n'ont pas de réseau ou alors vraiment un signal qui est très faible. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça devient également logique que pour télécharger les ressources nécessaires à l'affichage de votre première page, ça prenne plus de temps dans des coins reculés du monde que, par exemple, à Paris. Et enfin, on n'a pas non plus tous la même façon d'utiliser nos devices.
C'est très simple. Imaginons que vous êtes un utilisateur qui ouvre une application mais ne la referme jamais. Fin de journée, vous êtes à peu près à 15 applications. Ce qui va se passer, c'est que le CPU va allouer un tout petit peu de son processeur à chaque application en background. Donc vous imaginez bien qu'au moment où vous allez lancer votre application pour la première fois, le CPU qui sera associé, enfin la petite part de CPU qui va être donnée à votre application, sera nettement moindre que si vous lancez l'application sur un téléphone où il y a 0 application qui tourne en background. Donc si on rentre un peu plus en détail, on va rentrer dans le focus dans la première métrique qui est le LCP, donc Largest Contentful Paint. Cette métrique-là, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le temps que met le browser pour vous afficher le plus gros bloc de texte de votre page ou une image. Donc le score de la métrique est calculé de la manière suivante. Donc entre 0 et 2,5 secondes, on estime que le score est correct. Entre 2,5 secondes et 4 secondes, on estime que le score nécessite quelques améliorations et potentiellement, il faut revoir un petit peu votre page web. Par contre, au-dessus de 4 secondes, on estime que le score est très mauvais. Et dans ce cas, malheureusement pour vous, il va peut-être falloir revoir toute l'architecture de votre application. Donc franchement, je ne vous le souhaite pas. Donc comme je vous ai dit, le Largest Contentful Paint, c'est le temps que met le browser pour vous afficher le plus gros bloc de texte ou une image. Qu'est-ce que ça signifie ça? En fait, ça signifie que le problème vient de votre document initial. Donc une fois que vous l'avez identifié, généralement pour une application client-side rendering, je vous rassure, il est très facile, c'est index.html. Une fois que vous avez récupéré ce fichier-là, 3 questions à vous poser. Première question, c'est qu'est-ce que mon document a besoin, comment il en a besoin, et surtout quelle est la taille des parties externes dont a besoin mon document initial. Une fois que vous avez fait ce travail-là, il va falloir identifier vos ressources LCP. Une fois qu'elles sont identifiées, vous posez 2 questions. Comment elles sont chargées et est-ce qu'on en a réellement besoin quand on charge notre application? La problématique d'un développeur web aujourd'hui, elle n'est pas de choisir le framework que vous allez utiliser. Elle est plutôt du genre, comment est-ce que je vais télécharger, loader ce que j'ai besoin quand je vais en avoir besoin. Donc l'idée, c'est de ne pas tout loader d'un coup. Si on prend ce schéma, on aperçoit 4 couleurs. Donc en bleu, c'est le document initial. En violet, c'est les feuilles de style. En vert, c'est votre ressource LCP qui, ici, pour simplifier le problème, va être une image. Et en jaune, ce sont vos scripts. Donc qu'est-ce que va faire le browser? Premièrement, il va télécharger votre document initial. Une fois qu'il l'a téléchargé, il va télécharger vos feuilles de style. A priori, vos feuilles de style ont besoin d'une image, qui est votre ressource LCP. À ce moment-là, le browser va télécharger cette image en parallèle des scripts et de leur exécution. Une fois que le script nécessaire à afficher la première page sont exécutés et que votre image est rendue, vous obtenez votre score LCP. Donc, débugger un problème de LCP, c'est pas si facile parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et comme tout problème complexe, le mieux, c'est de le splitter en problèmes beaucoup moins complexes. Donc généralement, on le split suivant les 4 problèmes suivants. Premier problème, c'est le time to first byte. Donc le time to first byte, c'est le temps que va mettre le browser pour récupérer le premier byte du document initial. Deuxième problème, ressource load delay. Donc ce problème-là, c'est le temps que va mettre le browser pour télécharger tout votre document initial et les feuilles de style. Le resource load time, ça va être le temps que va mettre le browser pour télécharger toutes vos ressources LCP. Et le element render delay, c'est le temps que va mettre le browser pour finalement exécuter les scripts et vous afficher votre ressource LCP. Sur une échelle de temps, respectivement, ces problèmes ils représentent 40%, 10%, 10% et 40%. Ces valeurs, elles sont purement théoriques. D'accord ? Elles vont fluctuer en fonction du besoin de votre application. C'est-à-dire que si vous avez un serveur qui performe à fond, peut-être que votre time to first byte il va prendre que 10%. C'est-à-dire que vous allez avoir 30% à allouer aux autres problèmes. Et donc, vous pouvez répartir la charge de la manière suivante. Par exemple, 20% pour ressource load delay, 20% pour ressource load time, et votre element render delay pourra prendre 50%. Donc, si on découpe notre précédent schéma avec les problèmes qu'on vient d'identifier, on obtient ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, nous? Ce qu'on aimerait bien faire, c'est simplement essayer de paralléliser donc, le téléchargement des feuilles de style et des ressources LCP, et de le faire le plus tôt possible.
Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous allez optimiser un des problèmes qui composent le problème de LCP que votre score va grandement s'améliorer. Si vous voulez grandement améliorer votre score, il va falloir optimiser tous les problèmes. Donc comment les optimiser? Ça, c'est mes petits trucs et astuces. Déjà, préloader. Préloader vos feuilles de style, préloader vos images. Deuxièmement, différer vos scripts. Utilisez les attributs async et differ. Quatrièmement, vous avez la possibilité maintenant dans le navigateur de donner des priorités au chargement de vos ressources avec un attribut fetch priority. Alors, n'hésitez pas à utiliser. Par contre, c'est comme toute bonne chose, il ne faut pas non plus en abuser. Sinon, vous allez avoir d'autres problèmes. Et finalement, splitter votre contenu. C'est-à-dire essayer de charger uniquement le JavaScript dont la première page a besoin pour s'afficher au lieu de télécharger tout le JavaScript de votre application. Si vous réalisez ceci, votre précédent schéma devient celui-ci. Donc là, on voit que tout est parallélisé. Tous les problèmes ont été résolus, sauf un, le time to first byte. Parce que, exceptionnellement, ce problème n'est pas un problème côté front, c'est un problème côté back-end. C'est-à-dire que si vous avez un serveur qui ne marche pas, je ne pourrai rien faire pour le temps pour retrouver le premier byte. Le front ne pourra rien y changer. Donc si vous voulez débugger vos performances, c'est très simple. Vous pouvez utiliser les Chrome DevTools, le panel performance. Ce panel-là va vous permettre de débugger ces performances-là. Par contre, il est relativement compliqué à lire. Et c'est pour ça qu'on a un nouveau panel expérimental qui est sorti en Chrome version 102, qui est Performance Insight, qui vous donne vos performances de manière plus lisible, avec des liens vers la documentation officielle pour pouvoir résoudre votre problème de LCP. Si vous voulez savoir comment splitter votre contenu, c'est relativement simple. D'accord ? Là, le panel coverage va être votre meilleur ami, parce que le panel coverage vous donne pour chaque fichier téléchargé le pourcentage du fichier qui est utilisé et le pourcentage du fichier qui n'est pas utilisé. Donc sur le schéma, en rouge, c'est le pourcentage qui n'est pas utilisé, et en bleu, le pourcentage qui est utilisé. Partons sur un problème de CLS. Donc, le CLS, c'est quoi? C'est le temps que met votre application pour être stable au niveau de votre rendu. Donc, le score a été défini sur cette norme-là. Entre 0 et 0,1 seconde, le score est correct. Entre 0,1 et 0,25, le score nécessite quelques améliorations. Donc là, généralement, c'est quelques petites mesures à rectifier. Et si on est au-dessus de 0,25 secondes, votre score est vraiment très mauvais, il va falloir revoir toute l'architecture de votre page probablement. Donc qu'est-ce qui va causer un problème de CLS? Des images déjà, les images qui n'ont pas de taille ou qui sont mal sizées. Le contenu qui est injecté dynamiquement, alors ça c'est relativement marrant parce que justement quand on utilise des frameworks comme Angular, React, Vue, c'est quelque chose qu'on en abuse. En fonction d'une condition, on dit je cache, j'affiche, je recache. Ça peut poser problème. Le fait d'attendre le network avant d'update le DOM, ça, c'est un problème relativement compliqué à résoudre, mais si vous voulez le résoudre, c'est très simple. Il faut plutôt vous orienter et utiliser un framework de server-side rendering. Tout ce qui est publicité, ads, embed, iframe, et puis les web fonts. Alors ça, c'est vrai que c'est assez surprenant, les web fonts, mais sachez que pour une size donnée, votre deux fontes ne vont pas être affichées de la même façon. Ce ne sera pas forcément la même police. Donc sur cette vidéo, vous allez voir comment une image peut causer un problème de CLS. Voilà, les images ont popé. Et donc dans ce cas, le contenu s'est abaissé et votre user, en fait, il a perdu totalement son focus. Sur cette vidéo, vous allez voir également comment une iframe peut poser un problème de CLS. D'un coup, ça pop et tout votre contenu est décalé vers le bas. Et une fois de plus, l'utilisateur va perdre son focus. Donc comment est-ce qu'on règle ça? Très simple. Déjà, on size ces images avec les attributs width et height. Et si vous ne voulez pas l'utiliser ou vous ne connaissez pas bien, vous pouvez utiliser une propriété CSS qui est toute récente qui s'appelle aspect ratio, qui marche très bien. Ensuite, pour tout ce qui est publicité, ads, embed, iframe qui ont un contenu dynamique et dont la taille change, simplement éviter de les placer en haut de votre écran. Placez-les sur les côtés, droite ou vers le bas, mais pas en haut. Pour les publicités ads, embed et iframe qui ont une taille statique, finale, reprenez cette taille et puis réservez l'espace dans votre DOM. Ça ne posera pas non plus de soucis. Et finalement, ajustez la taille de votre fonte. Donc là, il y a une nouvelle propriété qui est sortie aussi, qui s'appelle Size Adjust. Et elle est là pour ça, pour justement ajuster la taille de la fonte en fonction de deux fontes. Donc pour détecter un problème de CLS, c'est très simple. On fait un audit avec Lighthouse.
je vais juste donner un petit mot sur Lighthouse. Donc, à partir de la version Chrome 102, on a eu 2 nouveaux modes qui se sont rajoutés à Lighthouse. Donc jusque maintenant, ce qu'on faisait, c'était des navigation reports. D'accord? Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, ça rafraîchit la page, et en fait, ça fait un audit sur le rafraîchissement de la page. Maintenant, on a 2 nouveaux modes. Le premier mode, c'est Timespan. Timespan va réaliser un audit sur un certain laps de temps qui va contenir des interactions de l'utilisateur. Et le dernier mode, c'est Snapshot. Ce mode-là, en fait, vous permet de faire un audit sur un moment précis de votre application, généralement après que l'utilisateur ait interagi avec votre page. On va faire un petit tour maintenant sur FID. Donc, c'est quoi le FID? En fait, c'est le temps que met le browser pour répondre à une interaction d'utilisateur. C'est-à-dire que c'est le temps que va mettre le browser pour exécuter la première ligne de JavaScript qui est assimilée à l'interaction d'utilisateur. Le score est défini comme suit. Donc, entre 0 et 100 millisecondes, vous êtes plutôt pas mauvais. Entre 100 millisecondes et 300 millisecondes, il y a quelques changements à faire, d'accord? Donc là, il faut optimiser votre partie JavaScript. Au-dessus de 300 millisecondes, il va falloir revoir toute l'architecture JavaScript de votre projet. Généralement, ce qui cause des problèmes de FID, ce sont le fait que le main thread il est bloqué ou qu'on a du JavaScript totalement mort. Donc, je pense que tout le monde ici sait qu'en JavaScript, on n'a qu'un seul thread. Pour pallier à ce problème, on a créé l'event loop pour pouvoir faire de la programmation asynchrone. Maintenant, imaginez que votre event loop, elle est full. Que l'utilisateur vient interagir avec la page. Au moment de l'interaction, l'interaction qui doit être réalisée va être ajoutée dans la task queue. Tant que tout ce qui est dans l'event loop n'est pas fait, tant que votre action ne sera pas faite. C'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, l'interaction de l'utilisateur prend beaucoup de temps. Pour le côté JavaScript non utilisé, c'est très simple. Plus vous avez de JavaScript, même si le JavaScript n'est pas utilisé, il est quand même interprété et il est quand même buildé. Donc au final, c'est du code qui est mort, mais c'est un code qui pèse lourd. Donc vraiment, si votre code, vous ne l'utilisez pas, supprimez-le, ça ne mange pas de pain. Pour régler tous ces problèmes, ça c'est mes petites recommandations. Déjà, essayez de casser les tâches qui sont dites longues, en splittant votre JavaScript. Deuxièmement, lazy loader vos features. Tous les frameworks modernes de maintenant vous permettent de lazy loader vos features grâce à la navigation. Abusez-en, mais faites-le. Optimisez toutes vos requêtes, c'est-à-dire évitez de les faire en cascade. D'accord ? Ce qui peut être paralysé, paralysez-le. Et finalement, pour les tâches qui sont relativement longues, déléguez à un web worker. Il est là pour ça. Vous déléguez au web worker, le main thread n'est pas bloqué, et une fois que le traitement est réalisé dans le web worker, vous notifiez votre main thread et puis vous faites ce que vous avez à faire avec. Un petit tour sur INP. Donc INP, c'est une mesure qui est expérimentale, donc ce que je vais vous dire potentiellement va peut-être changer à l'avenir, d'accord? Je ne sais pas. Donc c'est Interactive to Next Paint, et en fait ça représente quoi? Ça représente tout simplement le temps qui va se passer entre l'interaction de l'utilisateur et le moment où quelque chose va changer à son écran. Donc quand la prochaine frame va être rendue à l'utilisateur. Le score a été défini comme suit. Entre 0 et 200 millisecondes, on est bien. Entre 200 millisecondes et 500 millisecondes, ça nécessite quelques petites améliorations, toujours au niveau du JavaScript. Et par contre, au-dessus de 500 millisecondes, alors là, il va falloir aussi revoir toute votre architecture JavaScript. Donc, comment est-ce qu'on va détecter une INP, des problèmes d'INP? C'est très simple. Dans l'onglet Performance ou Performance Insight, vous allez avoir des choses qui sont dites long task. Ce sont ça qu'il faut éviter. Pour les éviter, les recommandations sont les suivantes. Il faut les casser ou les différer. Pour les différer, c'est très simple. Vous les wrappez dans une promesse et c'est différé. D'accord ? C'est une petite astuce. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Nicolas Frizarin, ou sur Twitter avec l'alias @nikos54. Moi, j'ai juste une petite question pour vous, pour voir si vous avez été attentif. J'ai une peluche à vous faire gagner. Et donc, la première personne qui lèvera la main et qui répondra correctement à la question remportera la peluche. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer, par exemple, le LCP? Ouais. Non. Une autre question? Ouais. Ouais. D'accord. T'as gagné. C'est juste. Félicitations. Tu iras me voir, je te donnerai la peluche. Du coup, voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, je vous remercie encore de votre attention.
Des questions? Ouais. Les scores? Eh ben, c'était un grand consensus. En fait, ils ont testé plusieurs sites, des gros sites en production avec différents utilisateurs. Et en fait, en fonction des données qu'ils ont eues, ils ont fait un agrégat et ils se sont dit, voilà, l'expérience utilisateur est correcte. Ils estiment qu'elle est correcte sur telle mesure. Mais ça a été des tests, en fait. Ça c'est pas sorti du chapeau. Comme je l'ai dit, pour récupérer l'expérience utilisateur, c'est compliqué. Et donc, comme chaque utilisateur a une sensation particulière, on va dire, bah, il a fallu faire un panel. Voilà. Oui. Ouais, alors justement, c'est une bonne question. Du coup, ben, pour faire ça, c'est pour ça que tu as des... Ah oui, pardon. Donc la personne a demandé que ces indicateurs étaient propres à une seule page. C'est vrai, c'est propre à une seule page. Et donc du coup, pour pallier à ce problème-là, en fait, il va falloir passer l'application dans des outils de performance et d'audit de Google que j'ai cités, qui, eux, vont traverser toute l'application et donc qui te donneront une note finale, en fait. Voilà. J'ai oublié de préciser une chose importante, c'est qu'il faut les respecter, les Correct Vitals, parce que ça a un impact sur l'indexation de votre application dans le moteur de recherche. Si les Correct Vitals sont mauvais, ben, votre application va avoir une mauvaise indexation. Mais si vous respectez correctement ces Correct Vitals, alors dans ce cas, l'application aura un meilleur index dans le moteur de recherche. Voilà. D'autres questions? Oui. Excellente question aussi. Donc la personne demande si c'est les mêmes au niveau du mobile et du desktop. La réponse est non. Tu vas avoir des problèmes. C'est pas parce qu'elle passe sur le web qu'elle passe sur le mobile. Je vais t'expliquer simplement pourquoi. C'est que le mobile, il n'est pas très à l'aise pour interpréter du JavaScript. Et donc l'interprétation sur mobile prend énormément de temps. Prend beaucoup plus de temps que sur un navigateur. Oui. 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 Alors en effet, c'est pas la même chose. Après, ça va défendre. Il n'y a pas que... Ah, pardon. Donc la personne demandait s'il y a une différence entre la web app et les sites web, grosso modo. C'est vrai que c'est pas la même chose, comme tu disais, il y en a un c'est de la lecture, d'autres c'est de l'écriture, hein, on est vraiment dans le web 2. Je dirais simplement, en fait, pour répondre à ta question, le SEO va forcément jouer, mais généralement pour des sites web, on fait du server-side rendering. Tu es d'accord? Donc en fait, au final, ton SEO, tu n'as même pas besoin de le calculer puisque les crawlers vont le faire à ta place. Maintenant, pour des applications web d'aujourd'hui, on fait particulièrement du client-side rendering, et donc en fait c'est très récent que les crawlers puissent lire du JavaScript. Donc à ce moment-là, c'est là que ça va également interagir. Il n'y aura pas que les Correct Vitals qui vont jouer, hein, il y a plein d'autres paramètres, mais ça va fluctuer. Tu auras le même problème. Sur un site web, si tu veux, le server-side rendering, les métriques qu'on a vues sont généralement optimisées de base. Voilà. Ça répond à ta question? De rien. D'autres questions? Bah merci.